Et si la fin tranquille de l'influence française en Afrique ne se jouait pas dans les parlements, au milieu des débats feutrés et des votes solennels? Et si elle ne se décidait pas non plus sur les champs de bataille poussiéreux ou lors de coups d'État annoncés à la radio au petit matin? Et si, en réalité, le véritable champ de cette reconfiguration géopolitique se trouvait ici, au guichet de la banque? Le Maroc a un plan méticuleux, patient, qui ne s'écrit pas dans les traités, mais se déploie dans les bilans financiers. Il s'exécute à travers les rails de paiement numériques qui sillonnent le continent. Et il est validé dans les conseils d'administration, loin des caméras et des déclarations publiques. Voici l'accroche, simple et brutale. Le Maroc utilise son secteur bancaire comme un levier stratégique pour méthodiquement évincer la France de ses bastions économiques en Afrique. C'est une conquête silencieuse, menée non pas par des soldats, mais par des banquiers. Une stratégie en 4 étapes que nous allons décortiquer. Première étape, le cheval de Troie. Au début des années 2000, un mouvement de fonds s'opère. Les grandes banques françaises, comme BNP Paribas ou la Société Générale, confrontées à des réglementations post-crise financière plus strictes et à une perception de risque élevée, ont commencé à réduire leur présence en Afrique. Elles se sont désengagées de certains marchés, jugeant les rendements insuffisants par rapport au risque. Ce vide n'est pas resté inoccupé longtemps. Les géants marocains, soutenus par une vision royale claire, ont vu une opportunité historique et ont pris leur place. Attijari Wafa Bank, le vaisseau amiral du secteur, a mené la charge. Dès 2008, elle acquiert la CBAO, la plus ancienne banque du Sénégal. En 2009, elle prend le contrôle de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire, la BCC. La Banque centrale populaire, ou BCP, n'est pas en reste. Elle se concentre sur une stratégie coopérative, rachetant en 2012 le groupe Banque Atlantique, présent dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis, il y a Bank of Africa, anciennement BMCE, qui, par une série d'acquisitions ciblées, a tissé sa toile dans plus de 20 pays africains, devenant un acteur véritablement panafricain. Ils ont racheté des participations stratégiques. Ils ont acquis des licences bancaires précieuses. Et dans de nombreux cas, ils ont absorbé des filiales locales entières, héritant d'un réseau d'agences et d'une clientèle établie. Les anciens drapeaux français, comme les actifs de la Société Générale en Égypte ou au Tchad, sont passés sous pavillon marocain. Du jour au lendemain, les logos sur les façades ont changé. Mais ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Le vrai changement, le transfert de pouvoir, était le contrôle, les décisions de crédit, qui obtient un prêt et à quelles conditions. Le contrôle des réseaux de paiement, l'infrastructure vitale du commerce moderne. Et surtout, le rapatriement des relations d'entreprise et des centres de décision vers Casablanca et non plus Paris. Ce qui nous amène à la deuxième étape, Casablanca Finance City. Le Maroc n'a pas seulement envoyé ses banques à la conquête de l'Afrique, il a construit une forteresse pour les accueillir. Casablanca Finance City, ou CFC, n'est pas juste un quartier d'affaires, c'est une arme économique. Le Maroc a transformé une ligne d'horizon en stratégie. Des incitations fiscales agressives, comme une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant les 5 premières années, suivie d'un taux plafonné très bas. Une réglementation accélérée, permettant aux entreprises d'obtenir des licences et des autorisations en quelques semaines, et non en plusieurs mois. Et une plateforme unique pour les investisseurs, un guichet unique qui simplifie radicalement les démarches administratives. Le modèle était clair. Avant, une entreprise voulant investir en Afrique de l'Ouest devait lever les fonds à Paris ou à Londres, pour ensuite les déployer à Abidjan, Dakar ou Lagos, en naviguant dans des systèmes juridiques et fiscaux complexes, souvent hérités de l'Europe. Maintenant, le Maroc propose une alternative. Centralisez vos opérations africaines à Casablanca. Et de là, s'étendre sur tout le continent, en utilisant un hub qui comprend les réalités africaines. Les assurances, comme Saham, rachetées par le sud-africain Sanlam, mais dont l'ADN reste lié à la CFC. Le capital investissement, avec des fonds comme Afrique Invest, qui utilisent la CFC comme base pour leurs opérations panafricaines. Et le financement du développement, avec des institutions qui structurent des projets d'infrastructures majeurs depuis leur bureau de Casablanca. Toutes ces opérations, qu'elles concernent une mine au Gabon, une centrale solaire au Sénégal ou une start-up technologique au Kenya, passent désormais par la CFC et les bureaux de conformité marocains. Le centre de gravité financier s'est déplacé. Troisième étape, affaiblir l'emprise monétaire. Le franc CFA, longtemps perçu comme un pilier de la stabilité, mais aussi comme un vestige de la domination coloniale, est en transition.
Sa fin annoncée, avec le projet de monnaie ECO, crée une incertitude et une opportunité. Le Maroc, qui possède sa propre monnaie, le dirham, s'engouffre dans la brèche et propose des alternatives concrètes. Des lignes de crédit en dirham sont offertes aux entreprises des pays voisins, leur permettant de s'approvisionner au Maroc sans avoir à passer par l'euro ou le dollar, réduisant ainsi les coûts de transaction et le risque de change. Des partenariats en monnaie locale sont noués entre les filiales des banques marocaines et les grandes entreprises locales. Une entreprise sénégalaise peut désormais financer ses opérations en francs CFA via une banque marocaine, qui gère ensuite la couverture de change à Casablanca. Le résultat, des échanges commerciaux nord-ouest africains, comme le corridor Tanger-Dakar, qui sont de plus en plus souvent réglés sans qu'un seul euro ne soit impliqué. Chaque transaction de ce type est une petite victoire contre l'ancien système monétaire. C'est une forme de dédollarisation, ou plutôt de dé-euroisation, discrète et pragmatique. La version marocaine de la souveraineté monétaire étendue à sa sphère d'influence. Quatrième étape, le diplomate au chéquier. Cette infrastructure financière n'est pas une fin en soi, c'est un outil de pouvoir. Les banques marocaines gèrent les salaires de centaines de milliers de fonctionnaires et d'employés du secteur privé dans de nombreux pays. Elles financent et traitent les paiements pour des projets d'infrastructures critiques, ports, routes, centrales électriques. Elles sont indispensables pour le financement des importations de carburant et de denrées alimentaires. Le Maroc utilise cette infrastructure financière, cette interdépendance économique, pour bâtir des coalitions politiques. En particulier sur le dossier qui prime sur tous les autres pour la diplomatie marocaine, celui du Sahara occidental. Ce n'est pas une coïncidence si des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou la Guinée, où l'empreinte bancaire marocaine est la plus forte, sont aussi parmi les plus fervents soutiens de la position marocaine, allant jusqu'à ouvrir des consulats dans les villes de La Ayoun et Dakhla. Le Maroc a perfectionné l'art de transformer l'accès au capital et des paiements plus fluides en capital politique tangible. Un prêt pour un barrage ici, un investissement dans une cimenterie là, et les positions diplomatiques s'alignent. Il ne s'agit pas de gros titres ou de déclarations fracassantes. Le pouvoir est plus subtil. Il s'agit de savoir qui rédige les clauses des contrats de prêt, qui fixe les paramètres de risque pour un projet, et en fin de compte, qui appose les tampons sur les passeports de l'argent, décidant où il peut aller et ce qu'il peut faire. La France, et l'Europe avec elle, apprend à ses dépens une leçon difficile. L'influence peut s'épuiser sans un vote, sans un coup de feu. Elle se redirige simplement, transaction par transaction, via Casablanca. Suivez les banques et vous verrez la carte du pouvoir se redessiner sous vos yeux. Une agence à la fois, une ligne de swap à la fois, un véhicule d'investissement à la fois. Cette stratégie n'est cependant pas sans risque. Une surexposition aux marchés africains, parfois volatiles, pourrait fragiliser le système bancaire marocain. La concurrence d'autres puissances régionales, comme le Nigeria, l'Afrique du Sud ou même la Turquie et les pays du Golfe, s'intensifie. Et à Paris, des contre-offensives se préparent, comme l'initiative Global Gateway de l'Union européenne, conçue pour rivaliser avec ce type d'influence. Mais pour l'instant, le plan marocain se déroule avec une efficacité redoutable. Suivez les banques et vous verrez la carte se redessiner.